voilà. Je suis présidente donc, du CNXR, qui est le Conseil national de la XR. Et la XR, ça veut dire les réalités immersives. Ça comprend la réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte et métavers. Et en fait, nous, les réalités immersives, c'est une technologie très millefeuille. C'est-à-dire qu'il y a des casques de réalité virtuelle augmentée, etc., les logiciels qui les peuplent, les moteurs de jeux vidéo qui permettent de créer des contenus, les logiciels qui permettent de créer de la 3D, l'infrastructure cloud, etc. Et du coup, la souveraineté, pour faire court, je la déterminerai un peu de 3 façons. Il y a la souveraineté technologique, donc là, c'est les briques vraiment technologiques qui permettent de prendre possession de ces différentes choses. La brique, on va dire, culturelle aussi, le fait de pouvoir garder un état d'esprit français, voire européen, dans ces solutions technologiques et immersives. Et enfin, voilà, c'est surtout ça les enjeux. Il y a aussi une souveraineté financière, dont on parlera, je pense, plus tard, mais ça fait partie aussi de la notion de souveraineté. Merci Maude. Rani, est-ce que vous voulez nous exprimer la vision de Nokia en termes de définition et de périmètre, notre interprétation pour Nokia? Alors, c'est un exercice qui n'est pas évident, hein. C'est ce que M. Poupart a exprimé dans son propos, puisque forcément, donc Nokia, on est une société internationale, mais quand même très ancrée en Europe, souveraineté, interprétation différente dans chacun des pays. Mais je pense que pour nous, il y a 2 aspects, et après je vais vous donner ma définition personnelle. Le premier, c'est en tant que fournisseur, quelle est notre obligation et devoir, hein, d'accompagner les opérateurs qui sont nos clients premiers et dans leur démarche de servir les usagers, de les accompagner pour bâtir une infrastructure souveraine, je le dis, ou tout du moins qui peut garantir l'autonomie des opérateurs dans les différents aspects, et le principal étant quand même la sécurisation des données que ces infrastructures transportent. Donc ça, c'est notre rôle en tant que fournisseur. Après, le deuxième aspect, qui est notre position en tant que fournisseur et vendeur européen, où là, je dirais, il est difficile d'imaginer une souveraineté sans une industrie forte. Et cette industrie, elle est alimentée, en fait, par justement les différents concepts autour des différents points qu'on va continuer d'élaborer par la suite. Mais le support aux industriels, l'écosystème, c'est ce qui va permettre justement à ce qu'on atteigne cette autonomie stratégique, l'infrastructure numérique, dont on a parlé précédemment. Et pour ma définition personnelle, je dirais la souveraineté, c'est en premier capacité d'influencer. Cette capacité d'influencer, elle est en miroir de votre dépendance ou indépendance à la capacité des autres à vous influencer. Et je pense que l'exemple qui était présenté tout à l'heure par M. Poupart dans son propos, vis-à-vis du débat avec les fournisseurs de téléphones mobiles américains, la question qu'on pourrait également se poser, c'est comment s'est passée la discussion sur le marché américain et quelle dépendance ou indépendance l'industriel, dans ce cas, a pu avoir dans ses choix techniques. Merci beaucoup, Rani. Alors, l'ADINUM, Guy, une définition par la fenêtre de la direction interministérielle du numérique, ça donne quoi? On va essayer comme ça. Alors d'abord un petit mot de présentation, parce que j'ai l'impression que ma notoriété est un petit peu surestimée dans les présentations. Donc je suis responsable des équipes, j'anime en fait les équipes qui sont en charge du plus beau réseau du monde, de manière un petit peu brutale, qui est le réseau interministériel de l'État. Le réseau interministériel de l'État, c'est le réseau interne des services de l'État. C'est le plus beau réseau du monde pour 3 grandes raisons. D'abord par les missions qui sont couvertes. On couvre la totalité des missions de l'État dans le domaine de la sécurité intérieure, de la sécurité économique, de la sécurité alimentaire, de la santé, de l'éducation, de la politique culturelle. Il n'y a pas que les sujets de sécurité autour des réseaux. Il y a des sujets techniques de transition écologique. Toutes ces missions sont formidables. Lorsqu'on se lève le matin, on sait pour qui on bosse. On bosse primitivement pour les agents
du service public qui, tous les jours, sont au service de leurs concitoyens, et donc on bosse indirectement pour l'ensemble de nos concitoyens et des résidents étrangers en France. Et c'est formidable, littéralement. La deuxième raison pour laquelle c'est le plus beau réseau du monde, c'est parce que son architecture technique est un rêve d'ingénieur, littéralement. Je suis moi-même ingénieur, et les trois parties principales du réseau, le volet collecte, le raccordement des 14 000 sites utilisateurs partout sur le territoire national, son épine dorsale qui n'est pas effondrée comme sur la plupart des réseaux professionnels, mais qui, lorsqu'on la dessine, ressemble très littéralement à une pierre précieuse bleue et rouge, couleur de nos opérateurs optiques. C'est vraiment un bijou. Littéralement. Donc ce réseau, en termes d'architecture, pour les ingénieurs qui composent l'équipe, est également formidable. Et puis, c'est le plus beau réseau du monde à cause de l'équipe, justement, parce que derrière les sujets de technologie, il faut se rappeler qu'il y a toujours des femmes et des hommes qui font bouger les choses, qui créent la magie apportée par la technologie. Lorsqu'on discute avec les autorités, les grands patronnes, on a toujours l'impression que ceux-ci considèrent acquis les apports des technologies, et pourtant il n'y a pas de magie derrière une prise RJ45. L'accès à Internet n'a rien de magique. Il y a de la technologie, bien sûr, mais il y a surtout des femmes et des hommes qui se battent au quotidien, 24 heures sur 24, pour faire fonctionner les systèmes, et il faut penser à eux. Donc ça fait trois bonnes raisons pour lesquelles c'est le plus beau réseau du monde. Alors ensuite, pour répondre très concrètement à votre question, la souveraineté. Alors, comme tout le monde, ici je suis mal à l'aise avec ce terme, et je reconnais que autonomie stratégique, c'est un meilleur objectif, c'est quelque chose auquel on peut davantage se raccrocher. Dans l'optique du réseau interministériel de l'État, on approche cette autonomie stratégique sous forme d'une démarche de maîtrise des risques. Ce qu'on veut absolument pouvoir toujours faire, c'est opérer un service de communication au bénéfice de nos utilisateurs en tout temps, en tout lieu. À cette fin, on doit éviter que des risques raisonnablement évidents se matérialisent. Et parmi les risques raisonnablement évidents, il y a des pannes techniques, des actes de malveillance. Alors, vous allez me dire, panne technique et souveraineté, je ne fais pas exactement le lien. Panne technique et autonomie, capacité à réagir en situation de crise, là pour le coup ça devient plus évident. Le caractère monocolore, mono-équipementier, mono-opérateur télécom, mono-équipementier optique, constitue un risque très littéralement. On l'a vécu il y a quelques mois, une anomalie logicielle sur nos routes réflectors, ce sont les routeurs qui diffusent au sein d'un réseau les routes, s'est traduit par une coupure complète de service de quelques minutes sur l'ensemble du réseau. Pourtant les systèmes sont redondés, le niveau de sécurité sous-jacent à l'architecture est élevé, et en dépit de nos efforts, ce n'est pas suffisant. J'illustre par une panne les risques techniques qui pèsent, mais on peut facilement faire le lien avec les risques stratégiques. Si un État veut affecter le fonctionnement de l'État français, eh bien attaquer d'une manière ou d'une autre le réseau constitue une opportunité. Et ce n'est pas tellement l'interception des communications qui nous inquiète, c'est un sujet mais qui peut être traité par un volet applicatif, c'est plutôt les perturbations à ce service. Si un État voulait couper nos communications en appuyant sur un bouton rouge, quelles sont les mesures de maîtrise de ce risque qu'on est capable de faire. Donc, pour moi, l'autonomie stratégique, la souveraineté, c'est la capacité à réagir à toute situation de crise en nous laissant de la liberté. En fait, l'autonomie, ça vise à toujours conserver
un potentiel d'action, quelles que soient les situations opérationnelles qu'on va rencontrer. Voilà ma Merci, merci Guy. Si on pouvait utiliser nous-mêmes le plus beau réseau du monde, on serait probablement très très tranquille. Cédric, à votre tour de nous expliquer pour l'Université de Lille. Oui, pardon, il va falloir que vous... Je vais essayer, Oui, je oui. sais pas, vous m'entendez bien? Oui, C'est suffisant. Ok. Donc je suis Cédric Foll, moi je suis le directeur. Ah, sinon, vous avez un micro ici. Ouais, je vais essayer ça. Il faut juste que l'équipe passe au vert, c'est bon. Oui, vous m'entendez? C'est bon? Oui, donc je suis Cédric Foll, je suis le directeur général délégué au numérique de l'Université de Lille et je suis aussi élu de l'association des DSI de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc en quelques mots, l'Université de Lille, on est une grande université française. En nombre d'étudiants, on est la plus grande avec un peu plus de 80 000 étudiants, je crois, aujourd'hui. Et donc pour nous, pour moi en tant que directeur du numérique, mon objectif est de fournir au regard des moyens qui sont mis à ma disposition, qui soient des moyens humains, financiers, le meilleur niveau de service à destination de mes usagers. Donc effectivement, je m'inscris pas dans une perspective politique. Voilà, ça a été dit par quelques fois cette année, le terme a été répété. Enfin, moi, je suis ingénieur, donc j'essaie de fournir le mieux pour mes usagers. Donc, c'est vraiment dans cette stratégie que je m'inscris. Et effectivement, aujourd'hui, pour moi, la souveraineté numérique, il y a trois paramètres dans celle-ci qui rentrent en compte quand je fais un choix de solutions pour mon établissement. Ça va être déjà la question juridique. Donc, on a parlé de la problématique de l'extraterritorialité des données, le respect du RGPD, le respect de la CNIL. Demain, peut-être Nice 2 aussi, il est possible que nous y soyons soumis. Donc, il y a cette première problématique à prendre en compte. Le deuxième point, ça va être la question aussi de la souveraineté financière. Donc, nous, on fait le choix, dans beaucoup de cas, de solutions open source, parce que ça permet aussi de réduire ce risque financier. Donc, on pourra peut-être en parler plus tard, mais des situations telles que le rachat par Broadcom de VMware montrent à quel point on est vulnérable sur des problématiques financières qui peuvent avoir un impact considérable pour tout le marché européen et les administrations françaises et les entreprises françaises. Donc il y a aussi cette problématique vraiment d'être soumis à des entreprises américaines tout particulièrement qui peuvent changer de braquet de manière très très brutale et mettre en difficulté d'un point de vue maîtrise et service rendu à nos usagers. Et enfin, il y a la question de la souveraineté technologique. Donc ça a été très bien expliqué avec la problématique de tous anti-Covid et le manque de maîtrise des briques technologiques qui sont déployées à l'échelle de l'Europe et de la France en particulier. Et donc ça, c'est vraiment une question très importante pour nous et ce pourquoi on est plutôt aujourd'hui sur une stratégie, sans que ce soit une position intégriste, voilà, on est relativement opportuniste, mais quand on a une solution sur laquelle on va avoir une plus grande maîtrise, notamment sur les solutions open source, on tend à privilégier ce type de solution. Voilà, il a été évoqué le fait de prendre de la technologie américaine sur étagère, de l'intégrer dans une solution de cloud française qui va être juridiquement française ou européenne, mais où il y a en fait globalement on fait tourner du code américain sur du matériel qui va être fondu en Chine ou à Taïwan. C'est vrai que c'est une ambition de souveraineté quand même assez limitée. Et si demain Microsoft ou Google choisit de changer sa politique commerciale, voilà, il y aura forcément un impact aussi sur les fournisseurs de services, quand bien même ils seront européens ou français, qui s'appuieront et qui seront ultra dépendants de ce type de technologie. Merci beaucoup Cédric. On va passer à la phase suivante, on va essayer de traiter des exemples
extrêmement concrets, de problématiques qui se rapprochent de notre sujet, donc de la souveraineté numérique, puisque on vous rappelle que le but ici, c'est d'essayer de trouver des axes de collaboration, de rapprochement entre les opérateurs d'infrastructures et les usagers. Et donc, l'idée, c'est évidemment d'engendrer un dialogue direct. On a aujourd'hui quatre représentants des infrastructures, entre France X Service, Nokia, Teralpha et Telehouse. Et donc l'idée, Maude, Cédric, Guy, c'est que vous puissiez donner des exemples concrets, des illustrations qui reflètent vos problématiques spécifiques et que vous puissiez vous tourner donc face à ces opérateurs d'infrastructure et voir comment il peut y avoir du répondant par rapport à telle ou telle problématique. Alors le but, c'est pas de trouver toutes les solutions là maintenant en quelques minutes, mais c'est déjà peut-être d'ouvrir des pistes. Et Franck, vous n'hésitez pas évidemment à nous faire signe, même à distance, sur une intervention évidemment. Et ceux qui sont dans la salle aussi, vous pouvez vous manifester en levant le doigt sur un sujet particulier qui vous interpelle ou qui vous questionne. On va commencer par Maude. Donc Maude pour l'immersif. L'immersif, c'est un sujet passionnant, c'est une industrie naissante qui rencontre un certain nombre de problématiques, de difficultés. Vous allez peut-être nous expliquer à travers quelques exemples en quoi les infrastructures peuvent s'impliquer justement dans l'évolution d'une souveraineté quand il s'agit de voir une évolution de l'industrie immersive. Effectivement, alors souvent les enjeux de souveraineté ils sont hyper politiques, donc c'est-à-dire que l'État, par ses moyens de financement et ses programmes, pousse à créer des solutions souveraines. En parallèle, pour vous raconter une petite histoire, j'étais directrice générale d'une société qui s'appelle Vroom et qui a coulé il y a 1 mois. C'était une société vouée à créer un métavers culturel français. Donc une surcouche qui permette aux gens du monde entier de se connecter sous forme d'avatar, de voir des concerts et participer à des événements. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles notre société a coulé, mais j'estime qu'on a obtenu des financements de lancement, des financements d'amorçage, pour lesquels on devait répondre à des cahiers des charges hyper spécifiques et rendre des milestones. Et souvent, les fonds publics font du capital et non pas de l'innovation, donc c'est un peu particulier. Et on aurait eu besoin de fonds privés en second plan pour faire vraiment de l'innovation et se lancer dans une phase plus ambitieuse. Et ça n'a pas été possible, donc pendant 1 an et demi, on a développé toute notre solution et on est passé d'une équipe de 7 à 28 pour grandir, pour créer cette brique technologique qui était finalement le fait de gratter une brique en plus, parce qu'il y a tellement de briques américaines dans la réalité virtuelle et dans la réalité immersive que c'est difficile de faire toute la brique, en fait, tout le millefeuille de façon souveraine, enfin, quand l'expliquaient tous les intervenants. Du coup, on voulait au moins gagner une brique pour s'assurer d'une certaine souveraineté aussi culturelle, parce que toutes les plateformes de réalité virtuelle sociale comme VRChat, Roblox, Fortnite, que vous connaissez peut-être, plateformes de jeux, ont souvent un état d'esprit très américain et produisent des artistes très américains. Enfin, le divertissement est hyper américanisé, donc ça permettrait de gagner une brique culturelle. Mais voilà, je trouve qu'il y a en tout cas une grande contradiction financière dans ce qui est demandé entre les financements publics et privés aux entreprises telles que nous qui voulons innover. Et du coup, il y a un peu un rôle à jouer aussi de consolider les infrastructures pour une vision plus long terme financière, comme des OVH, des télécoms, etc. Dire, bon, on vous finance beaucoup, mais on a une vision à 10 ans, et des solutions beaucoup plus court-termistes qui s'appuieraient sur ces solutions. Mais voilà, il y a tout un modèle à trouver. Alors, par rapport à ce que vient de dire Maude, est-ce que Rani, Gabriel, Samy ou Franck, vous avez une inspiration ? Je vais me lancer. Alors, c'est très difficile de passer après Guillaume Poupard, de toute façon, sur des sujets d'infrastructure et de souveraineté, et notamment quand on parle d'exemples concrets qui touchent à des usages culturels ou industriels européens. Je vais d'abord me permettre, avant de répondre à ce cas concret, enfin en tout cas donner ma vision sur ce cas concret, un petit pas de côté pour expliquer ce que nous, Infralliance, et que nous particulièrement Telehouse, on met derrière cette définition de souveraineté numérique. Et je vais tenter, encore une fois, je vais faire beaucoup de renvois à ce qu'a dit Guillaume Poupard, parce que pour moi c'est la référence, tenter de définir les deux mots séparément et ensemble. Et on va arriver après à comment, du coup, on résout ces cas concrets d'usage. Chez Infralliance, on a eu une intuition, 3 entreprises, 2 européennes, France X et Teralpha SNCF,
et une troisième entreprise non européenne, qui est Telehouse. Ce que peut-être beaucoup d'entre vous ne savent pas, Telehouse qui est un géant mondial du data center, donc on a une quarantaine de data centers, enfin on opère dans une quarantaine de villes partout dans le monde, plusieurs centaines de data centers. C'est une entreprise détenue par des capitaux japonais. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce que fait une entreprise japonaise ici, dans un métier, à parler de souveraineté européenne, etc. Et c'est justement l'un des angles qu'on souhaitait traiter avec Gabriel et Franck, et ils l'expliqueront peut-être mieux que moi, c'est que effectivement pour nous la souveraineté n'est pas du souverainisme au sens protectionnisme, et j'y reviendrai dans un instant. Mais d'abord, laissez-moi d'abord définir ce que c'est que l'infrastructure dont on parle. Je renvoie encore une fois à ce qu'a dit tout à l'heure. L'une des anecdotes qui m'a frappé dans ce qu'a expliqué Guillaume Poupard, c'est quand il a parlé de l'anecdote tous anti-Covid, et à quel moment les GAFAM ont été piqués. C'est quand nos autorités ont demandé d'accéder aux couches basses. Et donc c'est là, en fait, que se jouent les choses, et c'est là l'infrastructure. Ce sont, pour donner une définition rapide, les couches basses. Pour aller un petit peu plus loin, et peut-être donner une définition un peu plus rigoureuse de ce que c'est qu'une couche basse, Gabriel, et je lui donne vraiment les droits d'auteur sur cette notion, a communiqué ce qu'on appelle un concept qu'on a appelé le continuum de la donnée. C'est-à-dire qu'on peut partir de ce qu'on voit tous, c'est-à-dire les processus métiers ou les workloads en bon français, donc, par exemple une expérience immersive ou un processus métier quel qu'il soit, ou même un appel téléphonique, c'est ce qui fait finalement l'usage numérique de tout le monde. Donc ça, c'est ce qu'on voit du numérique. Derrière ça, il y a des données en fait qui permettent ce workload, qui permettent ce processus métier. Et derrière ces données, il y a des infrastructures bien sur Terre et pas dans les nuages, hein, vraiment qu'on peut aller toucher littéralement, qui font finalement que ces processus métiers associés peuvent aller chercher ces données et générer des usages tels que des expériences immersives. Donc ça, c'est le fameux continuum de la donnée que Gabriel définira bien mieux que moi. Il est notamment composé de data centers, et moi je parlerai en tout cas de ce que je connais. C'est une infrastructure qui est vitale dans ce continuum de la donnée. Et si on détecte un risque sur cette infrastructure-là, nous ne sommes pas souverains au sens où nous n'avons pas d'autonomie stratégique et d'autonomie de gestion, d'autonomie notamment de maîtrise du risque, sur nos actifs qui sont au-dessus, qui sont la donnée. Parce que la donnée est un actif stratégique. Et d'où donc ce que je souhaite peut-être apporter à ce débat sur la définition de la souveraineté. Et là où peut-être j'aurais un petit désaccord avec ce qu'a dit Guillaume Poupard tout à l'heure, c'est quand il a différencié la cybersécurité de la souveraineté. En disant que, effectivement, la cybersécurité, c'est un sujet d'ingénieur. On va chiffrer, etc. Alors que la souveraineté, c'est très politique. En tant qu'industriel, en tant que gestionnaire d'entreprise même, je ne suis pas d'accord. Parce que la gestion du risque est aussi un sujet d'ingénieur. La gestion du risque, en tant que métier, c'est des matrices, en fait, ce qu'on appelle des matrices de risque, avec une probabilité du risque, la conséquence du risque, du coup, ce qui donne un poids, et derrière les actions de mitigation et les actions de rémédiation de ce risque. Donc c'est extrêmement scientifique comme démarche. Et d'ailleurs, on emploie des ingénieurs, c'est des métiers très demandés, très pénuriques, la gestion du risque. Et donc c'est aussi important que la cyber, et moi je ne sortirai pas la gestion du risque au sens contrôle finalement et maîtrise, notamment de ce qui vient de la politique, c'est-à-dire l'extraterritorialité des lois, pour ne citer que ça. Je ne sortirai pas du champ de l'ingénieur en le renvoyant à la politique. Je trouve que ça fragilise l'édifice industriel européen, et donc il faut vraiment être acteur de ce débat-là. Dit autrement, je ne crois pas qu'il est encore possible, en tant qu'acteur industriel de la tech, de se soustraire au débat politique qui touche à la souveraineté, parce que cette question de la souveraineté est une donnée entrante dans la fameuse matrice de risque, et cette donnée entrante, elle change tout. Quand un juge américain a le droit d'ouvrir n'importe quel data center situé en France, parce qu'il est détenu par des Américains, c'est un risque industriel. C'est-à-dire que
des industriels qui font d'une expérience immersive, qui veulent garder le contrôle finalement de leur expérience, ne veulent peut-être pas que un juge californien aille voir ce qui se passe, quoi. Et donc cette maîtrise de risque, pour moi, elle fait partie, en tout cas, de ce qu'on souhaite avoir en tant que tissu industriel européen, et ce sur quoi on souhaite dire à nos capitaines d'industrie et puis tous ceux qui font tourner cette machine numérique, eh bien, on veut avoir des leviers. Et pour finir mon propos, et peut-être revenir au cas d'usage précis, je vais revenir à cette histoire de pourquoi est-ce qu'on a choisi dans Infralliance d'introduire une société avec des capitaux japonais. Eh bien, ce risque qui nous unit aujourd'hui ici dans cette salle, dont on parle de souveraineté par l'infrastructure, il n'est pas compris que par l'Europe ni que par la France. Il y a d'autres nations dans le monde qui sont pris par le même étau. Par exemple, le Japon, qui est un bon exemple. Pourquoi ? Parce que ils ont identifié un risque existentiel qui est l'avènement de la Chine, qui pourrait vraiment un risque très 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 important. Et donc, comme les Européens, ils sont très atlantistes, ils sont en tout cas très attachés au parapluie américain, mais comme les Français, là pour le coup, ils sont également très attachés à la souveraineté, au sens industriel du terme, de leur tissu industriel et de leur champion numérique, par exemple dans le domaine de l'immersif ou autre. Et donc ils cherchent à développer des voies qui leur permettent de, à la fois, finalement, ne pas froisser l'allié américain, mais aussi de garder une autonomie stratégique sur leur tissu industriel. Et c'est une équation très compliquée. Et j'ai eu le privilège d'en parler beaucoup avec l'ambassadeur actuel du Japon, qui a un français impeccable et qui maîtrise ces sujets, et qui finalement dit cette chose simple, c'est que l'Europe a besoin d'alliés qui ont le poids de l'Europe, parce que le bloc japonais est comparable au bloc européen, pour faire bouger les lignes sur ces histoires-là, sans être dans le protectionnisme, et sans finalement aller dans la confrontation géostratégique avec d'autres blocs, type les États-Unis et la Chine. Et la manière de le faire, elle est en fait finalement très pragmatique. C'est que si la commande européenne, privée et publique, notamment avec des usages type immersif ou autres, commence à se détourner vers des entreprises qui garantissent juste la non-extraterritorialité des lois sur le processus métier qui est en exécution. Si juste on arrive à garantir cela à certains opérateurs, donc la commande va passer en dehors du champ des industriels américains, les GAFAM et autres, ils vont ressentir que ça pique, et c'est eux qui vont changer leurs propres lois. Parce qu'il faut être pragmatique, ce ne sont ni les Japonais ni les Européens qui vont aller faire du lobbying au Congrès américain, ce sont les GAFAM eux-mêmes qui ont beaucoup plus de chances de faire changer ces lois Patriot Act et FISA que nous, Européens. Et donc c'est un rapport de force économique très concret. Donc si on arrive à obtenir un tissu industriel d'infrastructures européen ou non européen, mais respectant des règles de non-extraterritorialité, etc., je pense qu'on va équilibrer des rapports de force et à plus long terme, on aura une chance de s'en sortir sur cette histoire. Enfin, sans être alarmiste, l'état actuel des choses, en tout cas sur la partie data center d'infrastructure, est franchement inquiétant en Europe, parce qu'il y a des pépites industrielles européennes qui sont passées sous pavillon américain récemment, et ça n'a provoqué aucun émoi dans l'opinion publique européenne. Pour ne pas les citer, les deux pépites que j'ai en tête, c'est Interaction et Data4, qui sont passés chez DRT, chez Brookfield. Quand ça s'est passé, il n'y a pas eu même pas de news, presque, à part dans la presse spécialisée. Et moi, ça m'estomaque, ça. C'est comme si on disait, voilà, on cédait Orly, Paris-Charles de Gaulle, et il n'y a rien qui se passe, quoi. Ce sont des choses qui, finalement, si on arrive juste à éveiller également les consciences par rapport à ça, je pense que on aura aussi une chance de nous en sortir. Ça commence en tout cas par là. Le combat commence par simplement aiguiser la curiosité des gens sur où sont ces fameuses couches basses, qui les contrôle,
Est-ce que nous avons les moyens d'imposer des choses? Par exemple, quand on a tous anti-Covid, quand on a une expérience immersive qu'on souhaite garder sur des données sensibles européennes, est-ce qu'on a un rapport de force et juridique et de gestion de risque qui nous le permet? Merci beaucoup, Samy. Rani, par rapport à la problématique qui a été exposée par Maud, est-ce que vous avez une position particulière? Il y a deux. Je voulais juste revenir un petit peu sur le propos de Samy. Finalement, c'est toujours une question d'acceptation d'un certain niveau d'interdépendance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va parler de souveraineté des infrastructures numériques réseau, vous êtes dans une logique quand même de réseau interconnecté, vous êtes une logique extraterritoriale par nature dans un contexte européen autre. Et ensuite, c'est important d'avoir à l'esprit, oui, on n'est pas dans l'isolationnisme, on va aller chercher, on va choisir l'interdépendance qui n'est pas en contradiction avec notre position, japonais ou autre. Mais malgré tout, ce qui est toujours à l'esprit, c'est l'aspect assez critique de notre point de vue en tant que fournisseur, c'est de garantir l'approvisionnement, la continuité de l'approvisionnement, c'est toujours le point sensible sur ce type de sujet. Alors, il faut qu'il continue, Mais je vais juste revenir... Oui, je vais juste revenir sur le point que Maud élaborait tout à l'heure, parce que de ma compréhension, je comprends que la problématique qui est évoquée, c'est cette problématique que beaucoup d'industriels, plus de petite ou de moyenne taille, ont, qui est problématique du financement. Et comme vous l'avez élaboré, c'est vrai que le financement public, il a ses contraintes, alors selon d'un pays à l'autre, c'est plus ou moins particulier, et vient se poser la question du financement privé. Et je reviens sur mon point tout à l'heure, qui est de dire, on ne peut pas construire une souveraineté sans une industrie forte, une industrie à tous les niveaux. Moi, je représente aujourd'hui un industriel plutôt de grande taille, entre guillemets. Donc, on a les moyens d'investir plusieurs milliards d'euros de recherche et développement sur les technologies pour alimenter des besoins principalement sur notre marché d'ancrage, qui est quand même l'Europe. Et je pense que ce que l'Europe n'a pas réussi à faire aujourd'hui, c'est de construire ce marché pour des acteurs écosystèmes variés, de plus petite taille, mais qui ont besoin d'avoir l'accès à un marché plus large que le marché national, et auquel cas le marché européen. Ce qui ouvrirait la porte certainement à plus de volontaires privés, ce type de financement. Merci Rani. Franck, à distance. Franck, vous pouvez rouvrir votre micro si vous avez une intervention pour poser la vision de France X Service. Franck, vous m'entendez ? Franck ? Oui, ça y est, le son avait été coupé juste après l'intervention de Samy, donc je ne vous entendais plus. Ah. Je n'ai toujours pas la son. Si, ça y est, c'est revenu. Vous n'avez pas entendu la question posée par Maud, qui représente donc l'industrie immersive? Non. Maud, je vous propose pour Franck, de la réexprimer avec vos mots. Je vais essayer de synthétiser, mais en gros, je parlais de l'exemple de l'ancienne entreprise que je dirigeais, qui s'appelle Vroom, pour laquelle, pendant 4 ans, on a été d'abord prestataire de services, puis on a créé notre propre plateforme de métavers, donc une plateforme immersive avec des avatars qui se retrouvent à des événements culturels. Donc le but, c'était de gagner une couche technologique, une brique, qui était pour l'instant que américaine ou asiatique, avec des plateformes comme Roblox, VRChat, enfin pas mal de plateformes existantes.
En fait, Vroom a bénéficié de fonds publics au départ qui demandaient beaucoup de traçabilité sur la souveraineté, nous demandaient un maximum d'avoir des systèmes de couches et beaucoup de nombreuses briques qui soient souveraines alors qu'on ne pouvait pas assurer des briques souveraines pour avoir un déploiement international. On était obligé de travailler sur des moteurs de jeu américains, des back-ends américains, etc. Et finalement, on n'a pas été renouvelé dans nos financements par des financements privés parce que c'était... c'est compliqué la communication en fait des financements entre ce que l'État recherche et ce que les investisseurs privés recherchent. Et il y a un peu une contradiction dans tout ça. C'est que les investisseurs privés veulent que les entreprises comme nous soient hyper scalables et fassent leurs preuves directement, alors que les fonds publics financent plutôt de l'amorçage, mais ensuite pas de l'expansion. Donc voilà, il y a un peu une contradiction dans tout ça qui était mon constat. Et donc la question? La position d'un acteur de l'infrastructure par rapport à ce type de problématique. D'accord. Par rapport à ce type de problématique, je dirais côté Francique Service, j'aime bien le terme en fait qui était mentionné précédemment d'autonomie stratégique. Je dirais la partie financière qui est mentionnée là avec potentiellement des subventions ou autres. On a cherché à s'en écarter dans la mesure où non pas qu'on ne pourrait pas avoir de subventions ou d'aides diverses, mais on ne cherche pas à les avoir en fait. C'est ça la différence. Parce qu'on ne veut pas de contrepartie à ces éléments-là. Et on a eu le cas par le passé, par exemple, où le fait de bénéficier de subventions sur de l'investissement d'infrastructures, on nous mettait des contraintes sur les conditions d'utilisation de ces infrastructures, ce qui dans notre cas n'était pas acceptable, parce qu'on devait pouvoir activer des services, y compris des services commerciaux, et on a eu des restrictions sur le fait que c'était du financement public, on ne pouvait pas activer l'ensemble des services qu'on aurait voulu. Donc on s'est écarté de ce type de financement-là. Donc pour moi, l'autonomie stratégique et les enjeux, ils sont effectivement, comme l'ont dit certains, des enjeux d'autonomie financière, mais également des enjeux d'autonomie en termes de maîtrise de l'infrastructure. Et dans notre cas, comme l'avait mentionné Gabriel, il y a la partie maîtrise de la chaîne de valeur. Et nous-mêmes, on est une infrastructure qui combine l'utilisation de data center dans lequel on met nos équipements, l'utilisation d'infrastructures d'opérateurs qui nous fournissent des sites qui permettent d'interconnecter les sites dans lesquels on se trouve, mais aussi en fait on a besoin de maîtriser les équipements. Donc à notre niveau, la souveraineté, elle passe par des partenariats avec des data centers qui sont choisis avec des cahiers des charges assez drastiques, des sélections d'opérateurs qu'on sélectionne sur la qualité et la diversité des chemins de fibres qui nous fournissent, et puis les équipementiers. On a choisi dans notre cas Nokia pour pas les citer, et on a bâti toute notre infrastructure avec du Nokia. La réalité étant que certains clients, il faut pas penser que c'était uniquement des contraintes de clients américains, certains clients nous ont clairement indiqué que si on faisait appel à des équipementiers chinois, c'était une clause immédiate de résiliation de leur contrat, puisqu'il était hors de question que leurs flux circulent par un certain nombre d'équipementiers, et nous ont clairement envoyé une liste d'équipementiers qui étaient considérés comme indésirables, car non compliant à une politique de souveraineté. Donc on voit que dans notre cas, le fait d'opérer une plateforme, on a des contraintes fortes, autant que possible une autonomie financière, une autonomie technique qui, d'après ce que j'ai mentionné, vous le voyez, est liée à aussi une certaine maîtrise de la résilience. Et comme l'a dit Samy tout à l'heure, et je rejoins ce point-là, la résilience dans notre cas est étroitement liée à la sécurité, puisque la maîtrise de l'infrastructure qui dicte la gouvernance nécessite de maîtriser ses partenaires, mais aussi, comme je l'ai dit, maîtriser son infra, mais la sécurité de cette infra. Et nous-mêmes, on n'attend pas d'avoir des problèmes de fuite de données ou autres. On paye des sociétés spécialisées en cybersécurité qui régulièrement,
lance des attaques sur nos infrastructures internes et externes pour en vérifier la robustesse. Donc voilà à notre niveau quels sont les enjeux, je dirais, de la souveraineté par l'infrastructure telle qu'on peut l'entendre. Merci beaucoup, Franck. Gabriel. Pareil, là, passer après mes deux confrères d'influence va être complexe. Je vais proposer une définition de la souveraineté numérique presque romantique, si vous me pardonnerez. Pour moi, c'est la capacité à exprimer, à transcrire des valeurs portées par l'Europe dans nos facultés numériques. Ce qui m'a marqué dans l'intervention de Guillaume et aussi de Samy, c'est que il a mentionné non, mais les données de santé, c'est pas la même sensibilité pour les Américains que pour nous Européens, ou les Chinois n'ont pas la même approche sur. Et en fait, tout ça, c'est la traduction, c'est l'expression des valeurs, de ce qui nous anime et de ce que l'on respecte, et qui serait assez fou pour dire que le monde numérique n'est pas aujourd'hui un des terrains majeurs d'expression de ces valeurs. Maud en parlait très très bien en disant que finalement la meilleure manière d'influencer un pays ou une région, c'est le sitcom, c'est la culture. Il y avait un éditorialiste il y a peu qui disait, je crois que c'est pas un éditorialiste, c'est l'ancien président de Danone, la culture est le plus important atout stratégique d'un pays. Et finalement, on le vit tous ici, c'est parce qu'on se sent potentiellement en conflit avec des valeurs exprimées, traduit dans le monde du numérique, qui repose sur les infrastructures, que l'on a cette action-là. Et Terra Alpha, on n'a que des équipements européens, on fait transiter les données sur des fibres qui appartiennent à l'État, et mon directeur technique est un paranoïaque digne de Guillaume quant à l'étanchéité totale de ce qui est transporté et la surveillance du réseau pour détecter des inflexions de fibres ou des contraintes qui pourraient indiquer une écoute. Et encore une fois, ça n'a pas vocation à traiter 100% des données, mais je ne sais pas si c'est 1% comme le disait Guillaume Poupard. Je prends souvent cet exemple-là que j'aime beaucoup, mais les prêts garantis par l'État ou le menu de la cantine sont deux données publiques, au sens qui appartiennent au service public. Elles n'ont pas la même importance stratégique. Lorsqu'on stocke des données relatives à des prêts garantis par l'État et qu'on constate qu'il y a des OPA hostiles sur des entreprises françaises fragiles de manière tout à fait aléatoire, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de faire un rapprochement. Dans ce milieu-là, vous le savez tous, le hasard n'existe pas. Donc il ne s'agit pas d'être paranoïaque, mais de fournir une alternative. Et je pense qu'on parlait du continuum de la donnée, c'est entre le point de génération de la donnée qui peut être un IoT, qui peut être un usager, donc le point de captation et son traitement. La donnée va passer par des applis, des systèmes, des infrastructures physiques. On s'occupe beaucoup des applis et de la partie un peu couche haute. On s'occupe très peu de l'infrastructure physique, qui est tout aussi essentielle pour garantir cette intégrité. La data, vous pouvez la copier, la falsifier ou la détruire. Et il faut qu'on se préserve de ces risques. Et donc cette souveraineté ou cette autonomie stratégique, je préfère beaucoup le terme autonomie stratégique parce que la souveraineté, comme l'indiquait assez bien l'Institut Choiseul, est plutôt réservée à la notion d'État. L'autonomie, c'est garder la capacité à faire ce qui nous semble bon et juste. C'est assez simple. Et elle peut elle peut s'appuyer sur plusieurs piliers. On les a tous un peu mentionnés. Le financement est évident. Qui a déjà discuté un actionnaire, c'est que c'est lui qui va dicter le cours stratégique des orientations que vous allez prendre en termes de développement produit, en termes de marché, en termes de solutions. Est-ce que je ne vais pas traiter des maladies rares qui sont typiquement européennes parce que mon actionnaire est américain, il va me demander de me concentrer sur un marché qu'il connaît mieux, qui va être celui des États-Unis, par exemple. C'est un exemple très, très concret. Donc le volet financier est clé.
Et d'ailleurs, on va recruter des institutions financières dans le think tank Infralliance. Il y a aussi le volet compétences. Si la certification AWS a plus de valeur sur le marché qu'une certification OVH, les gens vont avoir tendance à plutôt essayer de chercher des certifications AWS. Mine de rien, quand vous cherchez à recruter, quand vous sourcez des solutions, la capacité, la disponibilité des compétences pour traiter et opérer ces solutions, elle devient critique. On parlait de pénurie de ressources rares, c'est comme ça que ça s'exprime. Donc le financement, les compétences, évidemment le tissu industriel. Je pense qu'on est tous revenus de l'entreprise sans usine. On a bien compris que c'était un errement du passé. Et puis après, il y a, j'allais dire, l'Arlésienne, le Graal, qui est finalement la commande publique et ce qu'on peut communément appeler le European by Act. On est la seule région du monde à ne pas être dotée de cette arme extraordinaire qui permet à des petites comme des moyennes ou des grandes entreprises, finalement, d'être encore plus audacieuses, d'être encore plus à l'écoute de leur marché, d'être encore plus entreprenantes, parce qu'elles se savent baquer par des ressources, par des accompagnements dans le temps. On revient sur ce sujet d'accompagnement dans le temps, de ce qui permet à une entreprise de croître, de recruter et de jouer son rôle de citoyen dans sa zone d'influence. Donc on retrouve un peu finalement, Maud, l'ensemble des points dans ce que tu as décrit. Alors la décomposition que j'ai fait, je l'ai sans aucune vergogne copié sur un très beau texte sur la souveraineté de l'Institut Choiseul, encore une fois, qui décomposait assez finement les outils ou les composantes qui permettent de ne pas rester dans l'incantation. C'est quelque chose qu'on va essayer aussi de faire à Infralliance, c'est d'essayer d'être le plus pragmatique possible. Vaut mieux une solution à 60% adoptée par beaucoup et qui marche tout de suite qu'une solution à 99% dans 10 ans. Ouais, c'est sûr. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, Guy, est-ce que il y aurait une problématique particulière par laquelle on pourrait se tourner vers les acteurs des infrastructures en regard des problématiques rencontrées par le plus beau réseau du monde? Je vois que ça a du succès. Au moins, on se rappelle de ce que c'est que le RIE. Oui, alors évidemment, je l'évoquais tout à l'heure, l'approche qu'on a de la souveraineté en matière numérique est une approche par le biais de la maîtrise des risques. Il y a 36 manières véritablement d'aborder ces sujets de maîtrise des risques dans le domaine des infrastructures numériques. Cédric a parlé de recours à l'open source. C'est très intéressant, l'open source. On a une grande variété d'acteurs. On peut s'impliquer dans les développements, on peut les maîtriser, on peut chercher en tout cas à les maîtriser dans la durée, parce qu'il y a moins de problèmes de propriété intellectuelle qu'avec des logiciels éditeurs. Donc c'est une approche qui est véritablement intéressante, qui est une approche qui est poussée par la direction interministérielle du numérique. Et paradigmement en France, on voit dans le monde, notamment en Europe, que c'est une approche qui publiquement est également baquée, pour reprendre un terme. Sur les réseaux, on est plus dans le matériel. Il y a un volet logiciel significatif dans les réseaux. Autour de l'administration, il y a l'OS des routeurs ou des commutateurs, il y a l'OS des chiffreurs, donc il y a pas mal de logiciels, mais il y a aussi pas mal de matériel. L'approche qu'on développe au niveau du réseau interministériel de l'État, c'est celle du multisource. On a 2 fournisseurs de liens optiques au niveau de l'épine dorsale, 2 équipementiers pour nos routeurs d'épine dorsale, 2 équipementiers pour les équipements DWDM. Alors, pas nous, mais nos opérateurs optiques ont fait le choix heureux de choisir des équipementiers différents pour les matériels DWDM, et on ne peut que s'en féliciter. Ça a cependant un impact en termes de relations avec les industriels, c'est que d'une part, on va clairement lutter en tant qu'utilisateur de ces équipements, comme toute tentative de lock-in
d'une quelconque manière de la part de ces fournisseurs. Et le reflet, en fait, c'est un appui strict sur tout ce qui est normalisé, dans le meilleur des cas, ou standardisé, dans un cas un peu moins favorable. Ça a d'ailleurs, cette fois-ci c'est un message pour les institutions universitaires, un impact sur la manière dont on forme nos ingénieurs. Moi j'ai été formé à une époque où le moindre octet était important en mémoire vive. Donc il y avait une recherche d'optimisation et utiliser au maximum les capacités des équipements et des logiciels était un impératif pour l'ingénieur en formation que j'étais. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'autonomie, c'est l'interopérabilité qui compte. Et l'interopérabilité, ça s'oppose en partie en fait au sujet d'optimisation, mais c'est aussi une exigence vis-à-vis des équipementiers, des opérateurs télécoms. Il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble. Entre Renater et Teralpha, nos fournisseurs de ligne optique, il n'y a pas véritablement de difficulté. Mais tentez de faire travailler ensemble Orange et SFR, et vous allez voir qu'il y a un vrai défi intellectuel et commercial et technique sur le sujet. C'est notre métier, tous les jours on fait ça. Mon message en tout cas, c'est donc il faut vraiment réfléchir aux approches en matière de maîtrise des risques. Une de ces approches, c'est le multisource. Une des conséquences de cette approche, c'est le respect strict de la normalisation ou de la standardisation quand la normalisation n'est pas suffisamment avancée. Un défi pour les équipementiers, un défi aussi pour les utilisateurs. Dans mon poste précédent, je travaillais sur le réseau radio du futur, le réseau radio des services d'urgence, des policiers, des gendarmes, des médecins du SAMU, des pompiers. J'ai été frappé véritablement par l'absence des utilisateurs dans les instituts de normalisation. Dans ces instituts de normalisation à AFNOR, à l'ETSI, à l'ISO, donc, le nom de mon équipe constitue un hommage un peu masqué à cet institut très important. Ce sont les industriels littéralement qui règnent en maître. Et au sein des industriels, plus vous mettez d'ingénieurs, plus vous êtes gagnant dans la norme qui sort des travaux de normalisation. Huawei a fait un effort extraordinaire sur les réseaux 5G et sort ces produits en avance de phase, tout simplement parce que ce sont ces ingénieurs qui ont piloté la normalisation. Les industriels sont trop présents, littéralement, de mon point de vue, dans ces efforts de normalisation, et les utilisateurs sont absents. Et en étant absents, on a du mal, justement, à mettre en avant ces questions d'interopérabilité qui sont pourtant essentielles, littéralement, dans ces efforts de normalisation. Les plans de test d'interopérabilité devraient littéralement être conçus en même temps qu'on élabore les normes. Or, la réalité des choses, c'est qu'ils sont conçus après, et donc les industriels peuvent proposer des produits un peu pilotes, qui permettent de donner envie, mais qui ne vont pas marcher les uns avec les autres, en tout cas pas dans un premier temps. Il va falloir plusieurs années avant de faire parvenir à faire fonctionner ensemble des équipements Nokia, des équipements Ericsson, des équipements Huawei. Et ça, c'est vraiment un gros souci pour l'utilisateur que je suis. Voilà. Merci Guy pour l'ouverture de cette voie, en tout cas de collaboration qu'on va essayer de concrétiser au sein d'Infralliance. On va en discuter, on va voir. Cédric, pour vous éviter de vous pencher. Cédric, j'en profite quand nous avons préparé cette table ronde, revenir sur un sujet particulier, mais peut-être que c'était dans l'élan de votre prise de parole, c'est la relation commerciale dont on a beaucoup parlé par rapport à l'agressivité de certains acteurs. Tout à fait. Ça, c'est un sujet, je pense, qui est intéressant pour les participants et pour nos amis de la table.
Donc effectivement, je vais revenir sur l'intervention de Gabriel également, sur effectivement, je pense, la naïveté européenne et le démarchage très agressif de certains géants américains initialement, mais on commence à le voir aussi du côté chinois. Globalement, vous êtes une entreprise internationale, vous allez en Chine, vous devez passer par des clouders chinois, vous allez en Russie, il y avait encore quelques entreprises internationales qui faisaient du commerce en Russie, il y avait Yandex. Vous allez aux États-Unis, en gros, vous choisissez tout ce que vous voulez tant que vous achetez essentiellement de l'américain. Voilà, ça, on a vu avec les affaires Huawei que effectivement le libre commerce américain montre quand même assez vite ses limites tant qu'il n'y a pas des acteurs qui concurrencent trop fortement les États-Unis. Et en Europe, globalement, il n'y a pas de contraintes. Donc, même sur la commande publique aujourd'hui, voilà, je fais le choix d'une solution collaborative. J'ai Microsoft qui vient voir et qui m'offre Office 365, enfin M365 aujourd'hui, gratuitement. Donc le prix, je ne sais pas si vous avez l'habitude avec les prix de cette offre, ça commence autour aujourd'hui c'est à peu près 10 € par utilisateur et par mois, Microsoft. Moi globalement j'ai un peu plus de 100 000 utilisateurs chez moi. Voilà. Microsoft vient me voir et me fait une ristourne de 10 millions d'euros si je choisis la solution de Microsoft. Et aujourd'hui, beaucoup d'universités sont sur Microsoft. Je crois que c'est le cas du CNRS aussi, qui est sur Microsoft. Et si on regarde les acteurs autres publics, voilà, notamment un domaine que je connais assez bien, les collectivités territoriales. Vous avez la quasi-totalité aujourd'hui des collectivités territoriales qui sont sur 365, et c'est aussi le cas des hôpitaux à ma connaissance. Donc aujourd'hui, Microsoft a vraiment tué, à mon avis, tout le développement des concurrents en proposant un produit avec des taux de remise de 100% dans le domaine de l'éducation et une avance technologique certaine. Et il y a aucune contrainte en Europe et en France qui pourrait permettre, à mon sens, de refaire émerger des acteurs européens qui pourraient concurrencer Microsoft et Google qui est aussi un peu présent sur ce domaine. Donc on a ça sur la partie logicielle. Parfois avec des situations avec un certain niveau de revirement. Zoom, par exemple, a été extrêmement présent dans toutes les universités françaises au moment du Covid, où il a fallu, dans l'urgence, basculer de l'enseignement à distance. Voilà, à l'échelle, moi, c'est près de 100 000 étudiants sur lesquels il a fallu assurer la continuité des cours du jour au lendemain. Donc on était très contents de trouver un acteur tel que Zoom qui nous a fait des tarifs très agressif. Et aujourd'hui, voilà, on a un changement de braquet qui commence à arriver. Donc ça, c'est vrai sur les acteurs américains pure cloud. Et puis, on a aussi le cas, en parlant de beaux changements de braquet, du rachat de VMware par Broadcom, où dans mon cas, je ne sais pas si ça va être un x5 ou x10 des prix avec Broadcom. Et voilà. Et globalement, on est un peu suiveur, où on n'a pas de cadre juridique qui pourrait nous contraindre, parce que là encore, moi, mon but, c'est quand même de répondre au mieux à mes usagers avec les contraintes financières que j'ai, et puis aussi une analyse des risques. Effectivement, l'analyse des risques, ça fait aussi partie de mon travail. Et aujourd'hui, j'arrive encore à convaincre la direction de mon établissement que même si Microsoft, c'est gratuit, c'est quand même prendre un très gros risque, parce que voilà, j'imagine soit qu'un jour la France ou l'Europe va se réveiller et va dire bon, c'est bien gentil, mais vous êtes en train quand même de tuer le marché européen en fournissant gratuitement, parce que vous êtes tellement puissant financièrement, des produits aux universités françaises, et il va falloir quand même le faire payer au juste prix. Soit ça, soit Microsoft va décider, comme c'est un peu le cas de Zoom, de revoir sa politique tarifaire, ou comme c'est le cas de Broadcom, et va mettre dans une situation totalement inextricable les établissements qui ont fait ce choix, parce que c'était une solution qui, d'un point de vue technologique, était extrêmement satisfaisante, mais qui était aussi gratuit, et que clairement les universités
en tout cas la mienne, n'ont pas la capacité de payer. Sortir 10 millions d'euros si j'étais client Microsoft et qu'aujourd'hui je devais le payer au vrai prix, ça me mettrait très très en difficulté financièrement. Et côté constructeur, on a eu effectivement l'Amérique du Nord qui a été très très présente dans nos infrastructures télécom, en Cisco essentiellement. Aujourd'hui, on voit arriver les Chinois, voilà, qui sont très très agressifs avec des solutions qui sont technologiquement très très bonnes sur les aspects stockage, sur les aspects routeur, sur le Wi-Fi. Voilà. Et effectivement, après, bon, c'est entre choisir de l'américain ou du chinois. Dans l'absolu, j'aimerais avoir une alternative française qui soit aussi bonne technologiquement et avec des prix aussi compétitifs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les acteurs français sur les aspects infrastructures télécom, voilà, sont plutôt en retrait par rapport aux acteurs étrangers. Bon, peut-être que Nokia va me dire que c'est pas exactement le cas, mais on les voit plus vraiment. On a encore quand même quelques pépites au niveau cybersécurité avec Storm Shield, voilà, qui reste un acteur français sur le domaine de la cyber. Mais au-delà de ça, sur moi, ce que j'achète essentiellement, c'est du Wi-Fi. Je fais un petit peu de WDM, mais c'est essentiellement du Wi-Fi, du LAN, des routeurs MPLS. Aujourd'hui, on a peu d'acteurs français et européens qui sont candidats pour remporter les marchés publics français dans le domaine de l'enseignement supérieur, en tout cas. Merci beaucoup Cédric pour cet éclairage, notamment sur la problématique de l'agressivité commerciale, qui est un point évidemment important. On va faire une petite pause avec la salle pour voir s'il n'y a pas des questions sur tout ce qui vient d'être dit dans cette première partie. On a quelques minutes, oui. Bonjour, je suis Anatole Daran, je suis doctorant à l'université Paris-Cité. Je veux juste réagir à ce que vient de dire Cédric au sujet de l'agressivité commerciale. En fait, je trouve que ça montre un problème plus général que juste une question commerciale de compétition entre entreprises déjà bien installées. C'est aussi quelque chose qui est présent dans la question de l'innovation technologique de manière générale, où les entreprises qui se lancent aux États-Unis, il y a beaucoup cette idéologie dans la Silicon Valley de ne pas rechercher une rentabilité à court terme. Et ça favorise énormément justement des grandes capitalisations dans le fait d'investir et de diriger la façon dont on crée l'innovation technologique. Et je pense que c'est aussi une problématique à laquelle il faut réfléchir. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous souhaite réagir ? Maud ? Pour essayer de répondre sans répondre, mais c'est un peu ce que Guillaume disait. En fait, ça devient nécessaire qu'il y ait des investissements costauds qui soient faits pour les couches de fond, comme les serveurs OVH, comme les télécoms, etc. Parce qu'il faut une vision long terme. Et c'est vrai que c'est difficile. Souvent, quand on est financé sur du court terme, alors que les GAFAM, Microsoft, etc. ont des visions et des financements hyper long-termistes et costauds. Donc ça permet aussi d'avoir des solutions plus solides, là où les solutions européennes et françaises sont plus fragiles en face. Mais je reviens au financier, en fait, c'est vraiment un besoin d'investissement de fonds, mais pas un investissement qui dise dans 2 ans il faut que vous soyez mieux que Microsoft et rentable. C'est vraiment des visions très très long-termistes qu'il faut implémenter sur les couches de fonds et des visions plus court-termistes sur les couches de surface comme les logiciels. Dire ok, si 60% des couches de fonds sont américaines, pour l'instant ça va parce que c'est plus mainstream, facile à utiliser, etc. Et au fur et à mesure on va essayer d'implémenter des couches de fonds plus souveraines. Merci Maud. Alors on a Rani avec nous, on a cette chance d'avoir un... Oui, juste pour continuer sur la réponse, peut-être que Rani a quelque chose à dire par rapport aux investissements. Il y a cette puissance financière, puisque Nokia est quand même un grand groupe avec des capacités aussi pour faire face. Oui, je pense qu'il y a toujours un peu cette vue assez... idéologique, mais on regarde beaucoup la Silicon Valley comme étant la place en effet de l'entrepreneuriat individuel, indépendant et pas forcément axé sur la profitabilité au départ. La plupart des grandes entreprises aujourd'hui internationales américaines nées à la Silicon Valley sont parties en effet d'une initiative d'innovation, entrepreneuriat annuel et ensuite ont été massivement financées par leur gouvernement d'appartenance. En réalité, il y a toujours cette question de passage à l'échelle et cette montée
Ensuite, et cet outil d'influence à l'international, hein, parce que c'est quand même aussi l'approche, on parle depuis ce matin principalement de ce duopole, hein, je l'appelle le duopole sino-américain. Les grands industriels de ces pays ont un support très important de leur état d'appartenance. Ça, c'est une réalité. Donc, je pense que oui, la question, elle est importante, mais c'est une question vers l'État qu'il faut poser. C'est un peu le débat aujourd'hui autour de la problématique d'Atos. Alors, il n'y a pas de représentant d'Atos ici, mais je pense qu'ils auraient pour la plupart un avis intéressant à partager. On se pose la question aujourd'hui de l'avenir d'Atos, qui est quand même un champion français, pour le coup, dans une technologie qu'on a qualifiée il y a peu, ça a été répété dans le discours du président de la République la semaine dernière, hein, technologie informatique quantique. Donc on a toujours un peu ce train de retard qui est perpétuel, qui se répète en fait, hein, l'histoire se répète. Et je rebondis un petit peu sur le propos de mes confrères. Ça me chagrine toujours un peu, me rendre compte que nous, oui, on est européen. Et d'ailleurs, sur les infrastructures couche basse, hein, on était principalement à l'origine français, historiquement. Mais c'est vrai qu'il y a des différences culturelles qui font qu'on a peut-être moins l'agressivité commerciale et le formatage, hein, en fait, d'approche commerciale de certains de nos concurrents. Mais on existe bien et on est d'ailleurs premier sur le marché du routing IP et optique en Europe. Donc on a beaucoup encore de choses à apprendre dans la course à la compétition vers les géants américains, et c'est aussi une approche très influencée culturellement. Merci Rani. En tout cas, Nokia est là. Gabriel, vous voulez intervenir? Pour peut-être aussi donner une tonalité positive, hein, Infranum, hein, qui est le comité stratégique de filière télécom, a quand même réussi un tour de force qui est de prépositionner les industriels français pour la reconstruction du réseau télécom en Ukraine. Donc finalement, peut-être que cette influence, ce rayonnement, il faudra que ça se traduise dans les faits, que ça dépasse le stade de la sainte promesse, mais c'est déjà un signal qu'on peut voir, qu'on peut choisir de voir avec un regard positif. Merci Gabriel, c'est effectivement bien d'être positif pour pouvoir avancer. Il y a une autre question dans la salle, même deux. Oui, bonjour. Yann Trévidic, doctorant à l'Université Paris-Saclay. En fait, la première chose on m'a pas demandé, mais la première chose que j'entends personnellement quand on parle de souveraineté, c'est plus le rapport qu'on peut avoir en tant qu'usager. Et la première réponse à laquelle je pense quand j'entends ce terme, c'est plutôt le logiciel libre. C'est un mot qui n'a pas du tout été prononcé là depuis ce matin. Cependant, j'ai l'impression que ça apporte quand même pas mal de solutions, même si on parle en termes de cybersécurité, en fait, c'est pas du tout incompatible non plus. On a entendu, du coup, plutôt du côté des acteurs du public, la notion d'open source, mais pas du tout du côté des acteurs du privé. Cependant, il y a aussi des modèles économiques qui sont à envisager. Il y a des startups qui se construisent autour de modèles de logiciels libres. Je pense à CNRS Innovation qui en finance certaines. Et aussi, en termes d'innovation du côté des équipements et du matériel, ça, pareil, c'est pas non plus limitant. Du coup, j'aimerais bien vous entendre respectivement sur cette question. Samy ? Merci beaucoup pour cette question. Elle est vraiment structurante. Parce que l'open source, effectivement, est l'une des clés de cette équation, surtout sur l'infrastructure. Et pour illustrer ce point, je prendrai justement une analogie avec un débat actuel concernant l'intelligence artificielle. Si vous avez suivi, il y a un vrai débat sur l'ouverture ou pas de ces technologies. Une entreprise dominante qui s'appelle
OpenAI, qui est absolument pas open, et un concurrent qui s'appelle Meta, qui est privé, mais qui plaide pour une technologie open source sur les fameux modèles d'entraînement pour l'intelligence artificielle. Ce débat-là est caractéristique de quelle trajectoire on donne à une infrastructure qui sera vitale. La manière dont se comportent ces modèles d'intelligence artificielle sera, ou en tout cas donnera une coloration à notre capacité en tant qu'usager à contrôler les outputs finalement de cette technologie, qu'est-ce qu'elle donne, comment on l'utilise, comment on interagit avec, etc. Et si les technologies fermées gagnent la bataille industrielle qui se joue actuellement sur cette brique d'infrastructure, effectivement, nous pouvons être relativement inquiets sur nos usages liés à l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, on va faire de l'inférence avec des modèles qui sont des boîtes noires. On ne sait pas comment ils ont été entraînés, on ne sait pas qu'est-ce qu'elles donnent comme résultat, on ne sait pas si elles sont biaisées ou pas, on ne sait rien. Le discours de Meta, attention, il est intéressé, hein, je ne suis pas là pour défendre Meta non plus, néanmoins, ils ont quand même un imminent spécialiste français. Je pense que ce n'est pas un hasard qu'ils ont cette doctrine-là, finalement, d'open source. Ils disent que comme c'est une brique d'infrastructure essentielle, nous faisons le pari qu'elle doit être ouverte. Et donc, elle doit donner aux usagers une forme de transparence sur comment sont opérées les choses à l'intérieur et comment on les a entraînés, quel biais ou pas on a introduit dans leur entraînement, etc. etc. Donc, vous voyez que cet exemple montre qu'effectivement, l'open source a vraiment sa place dans ces débats-là. Alors, après, l'état de fait est que sur le reste des technologies, sur le reste des infrastructures, l'open source a perdu la bataille industrielle. Par exemple, effectivement, Office a gagné la bataille du workplace, ce qu'on appelle le workplace dans les entreprises, etc. Bon, Office est une technologie fermée, c'est pas une technologie ouverte. Il faut aussi être pragmatique par rapport à cela. On ne pourra pas mettre de l'open source partout, et ce n'est pas la solution absolue, ultime, à la souveraineté par l'infrastructure. Et ça ne le sera pas. C'est un des outils de la boîte à outils, mais je pense que Guillaume Poupard avait raison, faut se méfier quand on parle de boîte à outils. Donc ça c'est un aspect. Et je pense que le deuxième aspect, encore une fois, j'en reviens toujours à ça, c'est parfois des petits gains sont significatifs. La non-extraterritorialité dans les critères de choix d'une infrastructure sont aussi pertinents que l'open source sur certaines infrastructures. Guillaume Poupard évoquait tout à l'heure le gain dont il est personnellement fier quand il a obtenu l'inscription de cette fameuse extraterritorialité des lois dans le dernier critère de Secnum Cloud. C'est un gain significatif. Ça veut dire que vous ne pouvez plus prétendre que vous avez une infrastructure Secnum Cloud, donc le niveau le plus élevé en France de la sécurité de l'infrastructure, si vous êtes hébergé dans un data center américain. Ce n'est plus possible. Donc vous voyez, ça a un impact concret sur le choix d'un industriel, d'un client qui veut faire tourner un processus métier sensible dans une infrastructure Secnum Cloud. Si elle est vraiment certifiée Secnum Cloud telle que la dernière norme, elle ne peut pas être soumise à une extraterritorialité des lois européennes. C'est un gain significatif. Donc, ce n'est pas de l'open source sur l'infrastructure, mais c'est un gain significatif. Donc, vous voyez, finalement, la boîte à outils, elle peut quand même être utile, en l'occurrence. Et il y a plusieurs manières de reprendre le contrôle sur nos usages, nous, en tant qu'usagers, par l'infrastructure. Merci beaucoup, Samy. Je crois qu'on a encore 2 questions avant de passer à la suite. Ok, merci. Je m'excuserai, vous aurez le micro après. Yves Montagne, Data Center Magazine. J'aurais une remarque et une question. Une première remarque, c'est que pour aboutir, il faudrait de la volonté. La volonté, moi, je la sens pas beaucoup, dans beaucoup de cas. Moi, je me félicite de la création d'Infralliance parce que ça bouge.
mais il y a plein de secteurs où ça bouge pas et où tout est contrôlé par des géants américains, on l'a cité. On s'est rapproché récemment des territoires, par exemple, et on s'est aperçu que aujourd'hui il y a une doctrine de l'État qui émerge, c'est celle du cloud au centre. Et quand vous rencontrez des conseillers de la DINUM, alors je suis désolé, c'est pas les vôtres, hein, c'est pas votre équipe, mais quand on rencontre des conseillers de la DINUM, ils vont expliquer à une mairie, à une collectivité territoriale, la stratégie cloud au centre, c'est allez-y sur le cloud et allez chez Microsoft, Google ou Amazon, ce qui me paraît quand même assez aberrant là où on est dans une démarche qui reste une démarche de souveraineté, on l'a expliqué. Donc derrière un des éléments qui me paraît important, c'est dans le libellé, c'est celui de la coopération, on l'a évoqué. Or, j'ai pas l'impression qu'on en parle beaucoup quand même de cette coopération. Moi, j'aimerais bien savoir ce que Infralliance va proposer en la matière et comment ça va bouger. On a quand même des acteurs des territoires. Hein. Gabriel Terralfa est sur les territoires. Francix est présent partout également. Donc on va en parler. Et puis bon, il y a un Japonais à côté de vous, mais ça c'est pas grave. On lui en voudra pas parce qu'il est sympa en plus. donc voilà. Mais si on pouvait parler un petit peu de collaboration, il y a des expressions qui m'ont manqué. Par exemple, c'est celui des intégrateurs. On n'en parle jamais. Hein, c'est une couche essentielle, ils sont présents partout et personne n'en parle. Et quand on parle de la commande publique, on pourrait aussi parler de ces acteurs locaux, départementaux, régionaux et pas franciliens. Pour beaucoup de cas. Moi, je suis très satisfait de voir une université loin de Paris qui nous en parle. Donc, c'est important. Voilà la question également donc de la coopération et puis de la volonté. Non. Guy, pour la DINUM, oui, vous voulez... Bon, si vous avez compris ça, en fait, des explications de Vincent Coudrin et de son équipe, hein, c'est qu'ils se sont très mal exprimés. La doctrine cloud au centre, c'est un changement de posture, alors que je m'approprie complètement. Mais littéralement, justement, j'ai 50 ans passés, j'en ai vu des technologies, des générations technologiques. Hein, il y en a plusieurs qui étaient peu évidentes, qui ont émergé, et celle du cloud est assez évidente. Hein, c'est un vrai succès. Elle va se développer dans le temps. Je suis, à titre personnel, convaincu que, par exemple, l'edge computing, qui est une évolution de l'informatique en nuage, va prendre le pas à un moment donné, avec un déplacement de certains services en périphérie du réseau. La réalité ne me donne pas raison encore, mais je suis convaincu que dans quelques années, on va le voir davantage. Donc il y a un pivot à prendre et c'est ça le message en fait de la DINUM. Derrière, le concept de liberté est vraiment fondamental en fait dans la doctrine et c'est ça qu'on pousse en direction de l'ensemble des acteurs publics. Et je reviens en fait à mon histoire de normalisation, de standardisation, de substituabilité. J'ai regretté de ne pas avoir employé ce terme plus tôt. Chaque fois qu'on conçoit une solution, y compris une solution d'hébergement, il faut qu'on se mette dans la tête qu'on peut rencontrer un problème avec un partenaire, un équipementier, un éditeur, un intégrateur, et qu'à tout moment, on doit pouvoir être en mesure de conserver la liberté de substituer à un partenaire, à un autre partenaire. L'autonomie stratégique qui constitue le fondamental du forum de ce matin, c'est vraiment ça, conserver. Alors je tiens à ma définition de la souveraineté, effectivement. Pour moi, c'est vraiment la conservation, la capacité à conserver une liberté de choix à tout moment dans ses principaux partenaires. Dans les solutions qui sont mises en avant par l'État, y compris en direction des opérateurs de l'État ou des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux, il y a une direction. Prenez le pivot de l'installation de vos systèmes d'information sur le cloud, mais par contre la manière de le faire, vous avez une très grande liberté. Vous avez un marché à l'UGAP où il y a près d'une dizaine de fournisseurs cloud. Alors oui, il y a des Américains dedans,
des Américains qui présentent des niveaux d'adhérence un peu significatifs. Hein. Je pense à Amazon, très bien. Mais il y a aussi des Européens, il y a OVH, il y a Outscale, il y a Scaleway qui sont présents, il y a Cloud Temple désormais. Donc il y a une très grande liberté de choix. Il y a des grands, il y a des petits. Vous êtes au sein de l'État, vous avez une liberté supplémentaire qui existe parce qu'il y a des nuages qui sont opérés par les équipes techniques du ministère de l'Intérieur d'une part, du ministère de l'Économie, des Finances, de la souveraineté industrielle et numérique d'autre part. Et ça fait partie des règles des services de l'État de pouvoir décliner les acronymes à rallonge qu'on se plaît de parsemer dont on se plaît de parsemer nos discours. Donc il y a voilà, vraiment conserver en tête en fait cette liberté. Mais cette liberté, elle emporte effectivement la liberté de choisir aussi des partenaires qui sont pas aussi ouverts que nous. Donc c'est votre choix, vous faites votre analyse de risque. Hein, si vous estimez que c'est plus facile de trouver quelqu'un, parce que la ressource humaine, le sujet équipe est essentiel. Et on l'a évoqué tout à l'heure, une des manières en fait d'assurer du lock-in pour certains éditeurs, équipementiers, c'est de travailler sur les sujets de formation. Et donc, encore une fois, hein, les instituts, les universités, les grandes écoles ont un rôle vraiment très important là-dessus. Ces institutions sont un élément clé de construction de la perspective de liberté au sein du mental des ingénieurs. Si ces universités, ces grandes écoles se contentent d'utiliser des produits Microsoft et des produits Cisco dans le domaine du réseau, eh ben, dans les entreprises, dans les collectivités, dans les services publics, on verra que du Microsoft et du Cisco. Et c'est pas l'objectif. Donc il faut, dès le départ, en fait, faire l'effort de faire aussi du multisource, de présenter plusieurs possibilités, de faire du libre et de l'éditeur. Il n'y a pas de théologie dans mon discours, sinon celle de la liberté, de la possibilité de changer, d'évoluer. Merci, merci beaucoup Guy. Je précise juste que effectivement Infralliance a comme mission principale d'aller vers la souveraineté numérique européenne par une coopération entre les usagers et les acteurs de l'infrastructure. Et ils en parlent. Et aujourd'hui, on n'a pas forcément le temps, en quelques heures, de fabriquer ces coopérations de manière très concrète. Par contre, on a essayé aujourd'hui de périmétrer les défis. Donc c'est surtout ça aujourd'hui, c'est de poser des problématiques et des défis qui demain pourront être effectivement relevés à travers ces coopérations. On les a peut-être pas toutes vues, mais on a du temps pour progresser. Dernière question. Oui, bonjour, Laurent Bloch de l'Institut de l'économie. Je voulais aborder un sujet qui est peut-être un peu latéral par rapport à ce dont on parle ici, mais à partir du moment où on parle d'infrastructure et où on parle d'industrie, je pense que c'est important. En termes de souveraineté numérique, la France et l'Europe de façon plus générale possèdent une plateforme absolument capitale qui est le conglomérat industriel autour de Grenoble, avec ST Micro, Soitec et tout un écosystème qui représente à peu près 40 000 salariés, le second employeur de la région PACA, la zone d'intensité capitalistique la plus importante de France et une des plus importantes d'Europe. Cette plateforme est en train d'être attaquée de façon extrêmement dangereuse par une force politique dont je préfère ne pas savoir quelles sont les sources d'influence. Je pense que cette plateforme est en grand danger de destruction parce que les entreprises en question sont tellement attaquées par cette force politique qu'elles envisagent de se déplacer aux États-Unis où elles seront accueillies à bras ouverts parce qu'elles font des choses d'avant-garde que les Américains ne font pas et avec lesquels il y a déjà des accords. Donc je pense qu'il serait intéressant de s'en préoccuper, et c'est quand même, à partir du moment où on parle d'infrastructure et d'industrie, on ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe là-bas, qui est le pôle industriel le plus fort en France et un des deux plus forts en Europe. L'autre, c'est à Dresde, mais c'est sous contrôle d'un fonds financier extra-européen. Donc c'est en gros le dernier bastion européen de l'industrie microélectronique et informatique.
Atos se casse la figure, parce qu'il a fait des erreurs absolument. On ne peut même pas appeler ça des erreurs, c'est de la non-stratégie industrielle. Samy, vous voulez réagir? Pardon, merci. Merci beaucoup. Alors, effectivement, je suis remonté. Parce que les attaques sur les projets industriels d'infrastructure en Europe sont effectivement devenues monnaie courante, où on mélange beaucoup de choses. C'est-à-dire que, par définition, quand on est industriel en Europe, donc ce sont des installations relativement lourdes, c'est une occupation foncière, c'est effectivement énergivore, c'est visible, ça emploie beaucoup. Néanmoins, finalement, étant visible, ça empiète peut-être, diraient certains, comme vous dites, sur le bien-être des riverains. Pour prendre qu'un exemple. Le problème, c'est que on confond finalement le débat légitime, qui est de quel type de compagnonnage en fait on souhaite en tant que société avec notre tissu industriel, et la nécessité d'avoir des industries sur notre territoire. Et cette frontière est tenue, elle est compliquée, hein, et d'ailleurs elle est éminemment politique, et je ne suis absolument pas légitime pour en parler. Néanmoins, en tant qu'industriel, je peux témoigner de cette difficulté-là, et je peux témoigner de parfois presque une forme de chasse aux sorcières quand il s'agit d'ouvrir un projet industriel d'envergure dans certains territoires. C'est extrêmement dangereux, et c'est l'un des défis justement pour récupérer une souveraineté. L'exemple de Grenoble est particulièrement parlant, c'est clair, parce que s'il y a un bassin industriel aujourd'hui en France qui pourrait être légitime, notamment sur la création de ces fameuses microchips, donc micropuces, nécessaires à l'informatique moderne, donc c'est bien là. Et aujourd'hui, force est de constater que Grenoble ne profite pas assez de son avantage stratégique et de son avance par rapport à d'autres bassins en Europe. Exemple, ASML est néerlandais. Ils ne sont pas en Grenoble. Vous me direz, c'est européen, c'est très bien. Néanmoins, moi, je pense que ASML aurait pu également advenir à Grenoble. Mais l'exemple que je voulais partager avec vous, qui vient de ma propre industrie, donc un data center, aujourd'hui, en France, est un objet qui est presque pourchassé par certains élus locaux, parce que dépeint comme gros, énergivore et même polluant. Ce qui est... il y a des choses bien sûr extrêmement légitimes sur comment on peut maîtriser l'impact du numérique de manière générale et des infrastructures en particulier sur la société, mais ça devient finalement à contre-courant de notre volonté, je pense qu'il nous unit tous ici, de récupérer une forme de souveraineté sur notre avenir, quoi. On ne peut pas réindustrialiser le pays, réarmer le pays sans industrie. On ne peut pas avoir d'industrie sans usine. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas à le démontrer, en fait. C'est tout simplement ça. Et donc, aujourd'hui, je me réjouis de voir le gouvernement actuel, en tout cas, a pris cette question au bras-le-corps. Dans les annonces de simplification qui sont annoncées actuellement, ce sujet-là de la simplification de l'implantation d'usines, notamment avec des titres qui sont donnés, par exemple, usine d'intérêt national majeur. Enfin, j'ai plus le mot en tête, désolé, je ne suis pas spécialiste des lois d'urbanisation, mais je sais que le gouvernement français, en tout cas, et l'Europe de manière générale d'ailleurs, est extrêmement vigilante à cela et prépare finalement les codes locaux à ce qu'il y ait une vraie réindustrialisation et un renforcement du tissu industriel. Donc je suis plutôt optimiste en réalité, mais je vous avais raison de pointer ce problème-là parce que c'est l'un des freins à la récupération de cette souveraineté, juste par le fait d'avoir des usines sur notre territoire, quoi. Donc, merci pour cette question. Merci Samy.
Ça va être le moment de conclure. Donc, on va remercier évidemment chacun des intervenants et vous tous et toutes ici présents. Je voudrais donner la parole à Gabriel, qui est amené à donc présider dès cette année donc Infralliance. Et Gabriel, si vous voulez bien conclure sur l'ensemble des choses qui ont été échangées aujourd'hui entre la conférence de Guillaume Poupard et cette table ronde, les différentes questions qui ont été posées. Qu'est-ce qu'on peut retenir et quelles projections on peut donner pour ces prochains mois à travers le programme Infralliance? Alors, moi ce que je vais proposer de retenir, hein, c'est déjà l'intérêt que suscite le sujet et la non-trivialité qu'il représente. Hein. On n'a pas de solution de type fil à couper le beurre ou d'évidence. On voit que on va devoir l'attraper par plusieurs bouts. Je voulais rebondir. Alors, je vais faire une anecdote. Je regardais sur mon téléphone Samsung via SharePoint pour voir mon schéma d'urbanisme SI et vérifier que en fait j'étais en OpenLDAP. J'étais en Postgre et j'étais en... je ne sais plus quel est le nom du logiciel libre que j'utilise pour exploiter une partie de mes réseaux. Donc en fait, on voit qu'on ne va jamais être ni tout blanc ni tout noir et que, comme disait Cédrico, on ne peut que tendre vers la souveraineté et il est complètement illusoire de vouloir l'être complètement... et c'est presque une bonne chose parce que c'est finalement... le commerce peut être facteur de guerre, mais il peut être aussi facteur de paix. Et plus il y aura de commerce entre nous, moins on aura intérêt à se mettre sur la figure. Donc je pense qu'à long terme, on va vers la bonne direction. Donc plus sérieusement, sur les leviers d'action que se propose d'actionner Infralliance, c'est déjà cette notion de collaboration. Hein. On voit bien que tout ce que l'on va pouvoir entreprendre ne pourra l'être que grâce à la contribution des membres et à finalement réussir à faire converger les énergies, à syndiquer les points de vue pour, autour de quelques leviers qu'on va proposer comme étant peut-être les plus efficaces, à la fois dans le temps et dans le résultat, la prise de conscience. Je pense que des outils de diagnostic sur finalement qu'est-ce que je peux faire pour renforcer mon autonomie stratégique. Des sujets à beaucoup plus long terme, comme évoquait Guy, la standardisation, la normalisation, la capacité à changer. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que la plupart des grands clouders américains commencent à abolir, dans certaines situations, les droits de sortie de leurs données. Mais déjà qu'on a été dans un modèle où il y a des droits de sortie, ça interpelle. On est en train, nous, Terra Alpha, de sortir de VMware pour basculer sur d'autres solutions. C'est simple, si je ne faisais pas, je crois que ça absorbait à peu près 40% de mon budget SI de l'année. Je suis une petite société de 30-35 personnes. Donc on voit qu'il va falloir qu'on mobilise différentes couches qui vont aller, à mon avis, jusqu'à l'Europe. On va voir aussi qu'il va falloir qu'on soit en alliance. On n'est pas le seul think tank à parler de souveraineté numérique, on est le seul à parler d'infrastructure. Il va falloir qu'on fédère des énergies. On n'a pas arrêté de parler de finances, il faut qu'il y ait des financiers dans Infralliance. Je suis en train un peu de faire de recrutement, hein, si jamais vous ne l'aviez pas remarqué. Et finalement, c'est en fédérant ces points de vue, en les portant, en les étayant. Je pense que sortir du fantasme, de l'anecdote et de la com pour dire regardez ce qui se passe. Moi, je suis allé voir l'ANSSI pour dire écoutez, on parle de Secnum Cloud, peut-être que Secnum Wave ce serait intéressant à un moment si on veut ce continuum de la donnée. Et la réponse qu'on m'a faite, c'était pas de sujet, montrez-nous où sont les risques et quel est est-ce que vous avez des exemples avérés de brèches? Je dis, mais je pensais que c'était vous qui... Enfin, et donc on a vraiment une prise de conscience à faire croître dans l'écosystème, tant industriel qu'utilisateur, et que j'allais dire, prescription réglementaire ou légale. Peut-être que Infralliance pourra apporter sa pierre à cet édifice, modestement.